Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Après avoir saigné Togenanki et beaucoup d'autres titres, la semaine dernière on s'intéresse cette fois aux suites de manga à l'occasion de la sortie de Four Knights of Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. D'ailleurs on en a parlé à plusieurs reprises, les mois précédents de Seven Deadly Sins. On a fait une émission juste sur la fin du titre, on a aussi abordé son succès dans les bilans 2020 et 2021 de la 5ème de couve. Et clairement c'est une licence qui est très loin d'être morte, Joe. Ouais, c'est sûr, on a eu fin 2021 l'annonce d'un nouveau jeu par le développeur sud-coréen Netmarble, et ça va s'appeler Seven Deadly Sins Origins. Ça va être une sorte de Genshin Impact, très justement, très anime, très MMORPG, très gacha game. Open world, du coup beaucoup de trucs à prévoir. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont déjà fait un jeu Seven Deadly Sins il y a 2 ans et qui marche toujours, hein. C'est un gacha game très quête, on combat au tour par tour. Ça s'appelle Seven Deadly Sins Grand Cross, et le truc de ouf c'est que ça suit toute l'histoire du manga, donc t'as toutes les scènes un peu animées, etc. Et ils ont, je sais pas si on les a rattrapés, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont fait un épisode inédit qui s'appelle Ragnarok en collaboration avec Kodansha et en collaboration avec l'auteur. Donc c'est vraiment Nakaba Suzuki qui était aussi sur ce scénario inédit, et ça existe toujours, c'est-à-dire qu'il est toujours en cours le jeu. Et alors clairement c'est pas un gamer du tout, Nakaba Suzuki. Ah non, pas du tout. Donc je pense que lui tu lui dis open world, il fait oh, ouais d'accord. Très bien. Ça. Non mais vous voulez une histoire, moi j'écris des histoires les mecs. Non mais ils ont fait des trucs, ils ont fait des partenariats, genre ils ont fait un crossover avec ReZero, tu fais bon bah voilà c'est japonais, ils ont fait un crossover avec Stranger Things, avec Netflix dans le jeu, et tu fais sérieusement, et ça rend bien ce qu'ils ont fait, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Stranger Things? Bah en fait c'est un gacha game, donc tu amasses certaines pièces ou certains cristaux pour tirer un personnage aléatoirement. Et en gros, ces personnages de Stranger Things avaient des pouvoirs. Genre 11, ok, elle a un pouvoir télépathique, mais les autres, ils avaient un pouvoir genre une baguette ou une épée magique. Mm-hmm. Et avec ces personnages, tu vas battre d'autres monstres, etc. Mais quand tu vois le trailer, tu fais waouh, ils ont réussi à le faire. Bon, on reparlera de jeux vidéo dans une autre émission. Là, c'est pas tant le propos, puisque dans la 5ème de couve, on vous parle de Four Knights of Apocalypse ou de comment réussir la suite d'un manga. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Rebonjour à tous et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Cette fois encore nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas de Nakaba Suzuki, mais pas seulement, puisqu'on va parler plus largement de suite de mangas. Salut Johnny, salut Cagnard, comment allez-vous? Ça va. Bah moi ça va, ça me fait plaisir de revenir parler de Monsieur de Suzuki. Oui, de Suzuki. Monsieur Suzuki-san. Suzuki-san. Pour ne rater aucune 5ème de couve, je vous encourage à vous abonner à l'émission sur vos applications de podcast favorites, parmi lesquelles on peut trouver par exemple Apple Podcast, Deezer ou Pocket Cast. Et pensez évidemment à activer les notifications quand les applications le proposent. Au sommaire de cette émission, les suites. Oui. Est-ce qu'elles marchent à tous les coups? C'est une question qu'on se posera. Doivent-elles garder leurs héros au centre de l'histoire? Quelles sont celles disponibles en France? Car on est loin de tout avoir, bien au contraire. Et bien sûr, on va parler de Four Knights of Apocalypse, le manga dont les 2 premiers tomes sont disponibles là, maintenant. Vous pouvez sortir de chez vous et aller les acheter normalement. Ça c'est beau. Oui. Four Knights of Apocalypse, ce manga, c'est une épopée qui se déroule dans le même monde et les mêmes contrées que l'histoire de Seven Deadly Sins. C'est donc la suite de Seven Deadly Sins, puisqu'ici tout se passe 16 ans après la fin du manga, après la défaite du roi démon. On n'est pas dépaysé, puisque donc d'emblée on va faire la connaissance d'un nouveau héros, mais dans le même monde. Ce héros s'appelle Percival, donc on se raccroche encore une fois aux légendes arthuriennes, et ce petit bonhomme vit avec son grand-père tout en haut d'une immense montagne au cœur du royaume de Britannia. Mais rapidement il y a un incident qui vient brouiller la quiétude des lieux, et le jeune garçon aux cheveux ailés, ça retenez-le parce que ça va être important dans la suite du récit, est obligé de partir en quête pour retrouver son papa. Mais comme il ne connaît rien du monde et qu'il n'a jamais vu d'autres êtres humains que son papy, la période d'adaptation va être un peu compliquée. Les chevaliers sacrés de leur côté vont se mettre à sa recherche, et lui va se faire de nouveaux compagnons pour faire face à ses ennemis, et peut-être le plus dangereux d'entre eux, Arthur, qui là serait un méchant et qui est donc le Arthur de Seven Deadly Sins.
Four Nights of Apocalypse, c'est une série hebdomadaire au Japon, déjà 5 tomes parus là-bas pour un shonen d'heroic fantasy. Il faut dire d'ailleurs qu'on en a très très peu des shonen d'heroic fantasy de ce niveau-là, en mode hebdomadaire, shonen, quête efficace, Cagnard. Oui, déjà, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. On a toujours l'impression que la fantasy occupe la majeure partie du game du shonen, mais en fait, mais non. Surtout dans l'isekai, finalement. Ouais. Pas forcément dans ce mode quête initiatique, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, au final, je l'ai trouvé assez fascinant de découvrir ce titre. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à le lire, je me suis surpris moi-même à me dire mais attends, t'es pas en découverte là, tu connais cet univers déjà. Et j'ai trouvé ça assez fascinant de me dire j'ai envie de découvrir cet univers comme si c'était la première fois que je l'abordais, alors que c'était pas du tout le cas. Mais le fait qu'au début, tu as typiquement ça se passe, moi je vais dire ça, que ça se passe dans les cieux. Oui, ils sont au-dessus des nuages, la montagne est tellement haute que... C'était un truc qu'on n'avait jamais vu dans Seven Deadly Sins. Du coup, j'avais vraiment l'impression de découverte et je me suis même surpris à me dire mais qu'est-ce qu'il y a sous les nuages ? Bah en fait, c'est l'univers de Seven Deadly Sins, il y a rien de... Mais tu vois, c'était assez marrant de... Et même le truc cool de Pelgard, non, c'est pas Pelgard, c'est du méchant, du personnage qui arrive au début, on va essayer de pas trop spoiler, qui arrive au début sur sa barque Drakkar là. Ouais. Comme s'il était sur une gondole oui, parce qu'en plus, à Venise. le papy n'en parle, mais il en parle comme une légende, et en fait, tout d'un coup, tu le vois vraiment arriver. Et du coup, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à me faire redécouvrir, on va dire, un univers que pourtant je connais. Mais dans Seven Deadly Sins, à un moment, on est au-dessus des nuages. Il y a une grosse flèche, je crois, qui tue. Je sais plus, mais je crois que c'est un truc avec Merlin. Mais il me semble que. Peut-être vers la fin, alors. Oui. Bah, de toute façon, après, il y a les anges. Oui, voilà, c'est aussi à cause des anges. Ouais. Mais tu sais, j'étais sur Skypea, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Johnny, qu'est-ce que t'as pensé de Four Nights of Apocalypse On en avait parlé donc dans l'émission sur les mangas à suivre en 2022. On avait aimé tous les deux. T'avais déjà commencé à donner ton avis, mais alors là, t'as beaucoup plus de temps. Ouais, c'est vrai. Bah, j'étais déçu. non, mais c'est pas ça. Mais j'ai vraiment ce mélange de déception et d'allégresse dans le sens où je suis content parce que en gros, on est dans une suite, mais pas vraiment une suite. En fait, c'est ça ma déception. C'est que pour moi, c'est pas vraiment une suite parce qu'on sait que c'est 16 ans après la série originale. On est sur Britannia, donc il y a pas photo. Mais avec ce premier tome, on a une petite ref à Arthur. Mais on sait pas si on va voir Mélodias, on sait pas si on va voir Diane, et en vrai moi je pense pas qu'on va les voir, ou alors on les verra vite fait pour dire un petit coucou, et c'est pour ça qu'en soi pour moi c'est pas une suite, mais pour moi c'est le bon move de Suzuki, et c'est là où est mon allégresse, c'est que pour moi il faut justement passer au-delà et puis continuer dans l'univers, tu vois. Mais ce qu'il avait expliqué, c'est que dans Seven Deadly Sins, au début t'as Méliodas, t'as les 7 péchés capitaux, ils sont tous balèzes, c'est vrai. Là, il a fait l'inverse. Là, il a pris des personnages qui sont jeunes et qui vont avoir tout à apprendre et qui vont devoir upper de niveau encore et encore. Et on revient sur la quête initiatique. Et on revient évidemment sur la quête initiatique. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce manga, c'est qu'il y a une mise en scène, mais d'une fluidité. Ça avance quasiment sans toi. Il y a des moments, tu tournes les pages, tu comprends tout. T'as même pas forcément besoin de lire, c'est d'une clarté, je trouve ça incroyable. Il y a une page au tout début du manga, par exemple, quand il essaye d'attraper l'espèce d'oiseau volant. Ouais. Vous vous souvenez ? Ouais. On le voit courir sur une première petite case, on le voit jumper, et à chaque fois en plus dans les bulles, tu sais, il fait lui-même l'onomatopée qui est en plus en surimpression en dessous, et il attrape l'oiseau. Et tout est super fluide, et à la fin il le récupère, il y a une petite vanne en plus. Enfin, la mise en scène, je la trouve assez formidable dans ce manga. Après, c'est un mec qui a déjà fait un manga de 50 tomes, un autre manga de 20 tomes avant, etc. Et il a toujours été fort en mise en scène. En plus. J'ai envie de te dire d'autant plus dans son cas à lui, où il met en scène des énormes chevaliers avec des énormes armures. Mine de rien, il arrive à te faire rentrer tout ça dans ces petites cases, et tu comprends les combats. Mais après, sur les combats, on reviendra après. Non, mais c'est vrai qu'on a ce truc quand tu lis et tu tournes les pages, t'as l'impression dans ta tête, t'arrives déjà à faire l'anime. Genre, par exemple, à un moment, l'oiseau, il a un tatouage là qui s'évapore, clairement, sauf qu'il le monte sur une case ou deux. Et en fait, dans ta tête, enfin moi dans ma tête, c'était vraiment je le vois, il est parti le tatouage.
et tu le revois encore sur un Il est autre. parti. Genre je le vois en animé devant moi, tu vois. Mais c'est la vraie magie des mangas avec cette mise en scène fluide comme ça. C'est la magie de plein de mangas, c'est qu'on arrive à les animer de nous-mêmes en les On lisant. n'a pas besoin d'animer Mais parfois, c'est ça. juste en le lisant. Et puis, il y a un autre truc que j'ai bien aimé qui, justement, me faisait parfois un petit peu défaut sur Seven Deadly Sins. C'est que là, j'ai vu des vrais bons moments de comédie. Et je trouve que c'est moins ancré que dans Seven Deadly Sins où tu avais vraiment des parties très dramatiques et juste après une partie comédie. Et moi, j'arrivais pas à suivre ce rythme-là. Dans ma tête, j'étais là, ouais, attends, c'est super dramatique. Pourquoi tu me mets une vanne là ? Bah, là, je trouve qu'il y a un bon mélange. Il y a un très bon mélange de comédie. En même temps, tu commences à prendre en compte l'intérêt, la dramaturgie de ce qui va se passer. Mais là, c'est plus fluide. C'est vraiment plus fluide. Mais tu sais moi. pourquoi ? C'est parce que il a fait un personnage qui est facétieux, tu vois, qui a plusieurs facettes. Il peut être vraiment badass en mode je suis un petit bonhomme super très fort. Et en même temps, il peut être gaffeur comme pas possible. Il y a un côté très simple dans la création de ce personnage. Très page blanche. Ouais, mais qu'on a déjà vu peut-être 1000 fois. Ah bah oui, bien sûr. Mais qui est fait avec une précision et avec une qualité irréprochable. Ah bah quoi. oui, de toute façon c'est le classique du petit gamin de sa campagne qui a pas bougé de son île et qui va découvrir l'univers. Clairement, lui, il est naïf de chez naïf parce qu'il est comme Gon quand il était pas sorti de son île. Si tu veux, il découvre ou les comme gens. Son Goku, tout simplement. Voilà, c'est la même chose. Mais c'est vrai que du coup, c'est à l'opposé des deux séries précédentes qu'il avait fait. Dans Seven Deadly Sins, comme tu dis, ils étaient tous balèzes. Ils avaient un passé dans de Kongo ouf Boncho, c'était la même. C'était pareil. Le héros était Ultra balèze balèze. déjà. Donc là, il parle d'un autre postulat, plus vierge, quoi, plus simple. Mais non, c'est clair. Moi, j'ai déjà beaucoup de plaisir en tout cas à retrouver Percival. Tu vois, les 2 tomes, je les ai avalés, mais comme ça, je me suis tout de suite attaché à lui. Et je pense que c'est aussi par rapport à ce petit aspect comique. D'ailleurs, comme dans Seven Deadly Sins, mais ça marchait pas toujours chez moi. À des moments, il le fait en super difforme. Oui. Et bah alors là, ça marche dans Fortnite, alors que ça marchait pas forcément. Enfin, l'humour me parlait pas dans Seven Deadly Sins, et dans Fortnite, il me parle beaucoup plus. Bah, tu vois, je m'en suis même pas rendu compte. Ça prouve à quel point c'était bien intégré, je pense, dans le. Ouais, non, parce clairement. qu'en plus, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, normalement. Ah ouais, ça. Là, je l'ai pas vu passer. Et juste en aparté, c'est vrai que là, ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé l'émission. On peut vraiment lire Fortnite of Apocalypse sans avoir lu Seven Deadly Sins. Oui. C'est ça qui est important aussi à retenir. Tu voulais dire un truc, Joe ? Ouais, non mais moi en fait je vois déjà un peu les mêmes mécaniques de Seven Deadly Sins. C'est dans le sens où les méchants, bah, ils le sont un peu qu'en apparence, quoi. C'est ce qui présage pour moi un truc bon, hein. C'est-à-dire qu'il y aura des bons rebondissements, du suspense, certainement alors en gros c'est une bonne recette d'aventure, quoi, à l'ancienne. Et moi ça va être un peu mon jeu de la découverte, genre ouais, toi je suis sûr que t'es le méchant. Ah, mais tu vas miser sur certains persos. Non mais je m'attends en tout cas à avoir des personnages aussi ambigus que Gauter ou Merlin, tu vois. On sait jamais trop de quel côté ils sont, dans le sens est-ce qu'ils sont pour le héros ou est-ce qu'ils sont pas pour le héros, au-delà du bien ou du mal, parce que ça va au-delà de ça quand tu lis Seven Deadly Sins. C'est vraiment le personnage ambigu. Notamment parce que aussi, en plus, Four Knights of Apocalypse, ça parle donc de 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont censés apporter tous les désastres sur... oui, la destruction sur le monde. Exactement. C'est donc pas vraiment ça, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Bon, tu reviendras dessus, mais bon a priori, donc, c'est pas clairement encore dit, même dans les 2 tomes, même si, bon, il y a quand même peu de chances que ça ne soit pas le cas. Percival, ce petit bonhomme, est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc il est censé apporter... le désastre sur ce monde-là. Tu voulais qu'on parle des combats, Cagnard. Moi, ce que j'ai bien aimé dans les combats, c'est sa lisibilité. Il y a un travail qui est assez fort sur la lisibilité des combats, notamment dans l'économie de cases. Tu te souviens, dans le tome 2, il se bat contre Nassien. Ouais. Et Nassien, tu sais, il a mis son couteau, il a utilisé son pouvoir sur son couteau qu'il a empoisonné. Ouais. Et il essaye de le poignarder, et lui il veut absolument tout esquiver. En plus il a pas remis son casque à ce moment là, donc il est en galère. Et j'adore l'économie parce qu'en une seule case t'as l'impression d'avoir vu 4, 5, 6 actions. Ouais, c'est ça, ouais. En une seule case t'as tous les coups de couteau qui sont donnés. Tous les coups de couteau, toutes les esquives. En fait t'as une action qui nécessiterait peut-être 2 pages. Ouais, dans un manga normal, on va dire. Et là il le fait en une seule case, et je trouve que la lisibilité des combats est tout le long en fait du manga. T'en as d'autres des comme ça, et je trouve ça assez formidable, moi.
Ah bah de toute façon sur les combats, moi c'est un des trucs qui m'a rassuré parce qu'en voyant la couverture je me suis dit ah tiens, est-ce qu'il essaye de faire un truc un peu plus kids peut-être. Non, pas du tout, le sang sera vraiment toujours présent comme dans Seven Deadly Sins, et moi c'était un des trucs qui m'avait plu dans Seven Deadly Sins aussi, et là on n'est pas vraiment sur un récit plus jeune, et comme tu le dis, la lisibilité des combats elle fonctionne très bien parce que ce mec sait dessiner un coup. Il sait comment faire ressentir l'impact d'un coup, et d'un coup ultra puissant. Et ben là, ça fonctionne toujours aussi bien. Un bon coup de poing dans le ventre dans Fortnite of the Apocalypse, tu le sens passer, tu le ressens toi-même, quoi. Et il s'amuse même à utiliser d'autres techniques graphiques pour représenter certains coups. À des moments, tu vois qu'il utilise du pinceau et pas une plume, ce genre de choses pour les pouvoirs. Et ben malgré tout, c'est un détail, hein. Mais ça fait la différence. Ah non, mais c'est un bon représentant de la bagarre. Hein. Tu m'étonnes. Et puis, on n'est pas sur un récit jeune parce qu'il y a du sang, mais malgré tout, on est quand même sur un récit jeune parce que moi, Fortnite, je le confierais sans souci à un gamin de 12 ans. Hein. Oui, 12 ans, oui, évidemment. 10, 12 ans, moi je vois même pas je vois vraiment un double niveau de lecture. Tu vois, il y a ce côté, on suit un petit garçon. Donc à 10 ans on a envie de le suivre, même s'il y a un peu de sang ou quoi, c'est bon. On sait que c'est une fiction, on a déjà lu des contes de toute façon où ça pouvait être pire. Et en même temps pour les adultes, il y a un côté incroyable parce que Nakaba Suzuki fait super bien les mangas, mais il y a un côté aussi incroyable parce qu'il y a une petite fibre nostalgique des quêtes initiatiques à l'ancienne. Moi j'ai lu le tome 1, je me suis dit je ressens comme ce que je ressentais sur mon premier Dragon Ball quand je le relis. C'est parti, on est parti pour l'aventure et ça va être long. Oui, alors il y a des chances que ça je dis pas ça de manière négative, ça va être long, ça va être une chouette aventure. Ouais, je pense qu'on va s'accompagner avec sur Fortnite of Apocalypse sur 3, 4, 5 ans, 6 ans. 150 tomes. Ouais, et oui, pas 150 à mon avis. Mais voilà, non, à mon avis, je pense qu'on est bien parti là si ça marche en tout cas. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que tu vois que c'est quand même ces 2 tomes qui sont adressés aux nouveaux lecteurs. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui m'a un petit peu déçu, frustré. On parle d'Arthur, on le voit dans des décors. Il y a des moments où tu vois ses dessins, mais c'est les dessins d'Arthur dans Seven Deadly Sins. Mais nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Nous, les anciens lecteurs, tu vois, on veut savoir ce qui s'est passé. On le saura, mais du coup là, pas te le dire du tome sur 1, les 2 tomes, j'étais là, mais vas-y, montre-le un petit peu, tu vois. Ça m'a fait penser à Star Wars quand je suis allé voir le Star Wars 7, et que tu sais, t'arrives à voilà comment est la République maintenant, et je me dis mais attendez, vous nous avez pas expliqué ce qui s'est passé là avec les chevaliers de Rennes et tout. Parce qu'on va faire une série après. Oui, voilà, finalement ou un comics. on a découvert. Mais j'avais un peu ce truc là de ok, on repart à l'aventure, mais explique-nous ce qui s'est passé. On s'est pas vu depuis 2 ans là, donc dis-moi qu'est-ce qui est arrivé, tu vois. Mais voilà, c'était un côté un peu frustrant, mais comme vous le dites, c'est fait pour justement qu'on reste. Mais c'est ça, parce qu'il prend ce manga aussi comme un nouveau manga. Soit c'est une suite, lui il sait exactement où il va, mais il le prend comme un nouveau manga, et comme plein d'autres mangas, tu vois, Bleach, tu vois un capitaine une fois, tu vois, j'ai trop envie de voir tous les autres. Cool. Mais là, il nous met des petits coups de coude quand même. Bah oui. Il nous met des petits coups de coude de. Vous vous souvenez, on parle toujours de la même histoire. Enfin, c'est toujours le même univers. Hein, vous inquiétez pas. Oui, mais plus vite alors. Ça va être à lui de bien gérer ça en revanche. Voilà, ça par contre. Et ça va être bien d'accord. Ça va être compliqué. Gros travail de son côté. Bah moi, ça me fait plaisir de voir justement ces légendes arthuriennes, les références bibliques adaptées à la japonaise. Souvent, c'est pas trop, je suis pas trop fan. Tout ce qui est par exemple, tout ce qui est revu un peu par les japonais, genre les contes de Grimm, Alice au pays des merveilles ou autres, c'est pas trop ma cam, j'aime pas particulièrement. Et là, je trouve qu'en fait, que Nakaba Suzuki, il l'adapte très bien. Il adapte contes et légendes occidentales, je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, là, après, c'est léger. Hein, non, pour la base arthurienne est légère, on va dire. Après, en l'occurrence. Vas-y, Joe. Là, en l'occurrence, on va parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, contrairement à ce que tu disais, l'Apocalypse, c'est pas la destruction du monde. C'est plutôt, comment dire, par définition, ça veut dire lever le voile. Donc, en gros, c'est un peu la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que le monde va être détruit. Mais t'as cette petite nuance très REM, dans This is the end of the world, as you know it. Mais tu vois, mais du coup, c'est un rapprochement direct avec la Bible, parce que c'est le dernier livre du Nouveau Testament. On en parle, grosso modo, c'est la fin du monde, même si c'est pas sa destruction. Donc voilà, on sent qu'il va y avoir quelque chose. Désolé de te donner tort, mais il y a un double épisode de la série Highlander
où il affronte les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et voilà, c'est la fin de l'anecdote. Je voulais juste reparler de cet épisode. Mais non, mais moi, j'adorais cet moi ça m'a fait passer à De Bons Présages, le roman là, de Terry Pratchett et Neil Gaiman, où pareil, t'avais 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais tu vois, l'Apocalypse, c'est pas destruction du monde. Oui, c'est vrai. Non, puis en plus, c'est plus destruction de l'humanité que du monde. Et dans la pop culture, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils ont été mis avec du beurre, avec de la confiture, avec du chocolat. Oui. Ils ont été mis à toutes les tartines possibles et imaginables. Pour revenir sur les légendes arthuriennes, là, effectivement, avec tome 1 et 2, on n'a pas énormément de références. Mais, si je ne m'abuse, le début dans une des versions, parce qu'il y a aussi beaucoup de versions des légendes arthuriennes, de la découverte, de la rencontre de Perceval avec les autres chevaliers, ressemble un tout petit peu, enfin il y a des points communs entre le début du manga, notamment le lancer de javelot par exemple. Alors, Perceval de Chrétien de Troyes, en tout cas, c'est le seul récit que j'ai lu de Perceval. Quand il rencontre ses premiers chevaliers, en fait, juste il va les embrouiller parce qu'il est con, parce que Perceval est très con. Mais il était petit. Non. Alors, là, il a déjà décidé de quitter sa mère et de devenir chevalier. Et en fait, il en croise et il va les embrouiller direct. Ok, moi j'avais une autre version en mémoire où il était petit, il s'entraînait au javelot dans la forêt. Ouais, mais en même temps, il y a 15 milliards d'histoires. Et honnêtement, je l'ai lu il y a trop longtemps. Je l'ai lu au lycée, donc ça remonte trop. Mais même, c'est vrai qu'au début, tu sais, tu prends dans Seven Deadly Sins le nom de Méliodas. Tu fais, bah non, c'est pas Arthur. Bah si, en fait, il y a un Méliodas dans les légendes arthuriennes. Oui. Et il finit avec Elisabeth, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc, tout fonctionne, tout est là à chaque fois. On en apprend vraiment sur l'histoire. Oui. Bon, trêve de Fortnite of Apocalypse. Arrête, tout à l'heure, Cagnard, il a dit Fortnite of Apocalypse, tu l'as repris. Personne l'a repris d'ailleurs. Mais moi, c'était un placement de produit, hein. C'était rémunéré. Bah, du coup, ils sont bien partis. Bon, tu vas me laisser finir une phrase, Johnny, oui. Fortnite of Apocalypse, c'est donc aux éditions Pika. Les 2 tomes sont disponibles. Ça va aller assez vite au niveau de la parution, puisqu'on est sur un manga qui est prépublié de manière hebdomadaire au Japon. Et donc, c'est la suite de Seven Deadly Sins qui est aussi intégralement disponible. Et les 3 premiers tomes, tu me le rappelais, Johnny, sont pas chers. 3€, ouais. Et bah voilà. C'est vrai qu'ils les ont. Et c'est une opération pour tout 2022. Mais ça va être intéressant peut-être d'avoir des réactions de gens qui découvrent ce titre et qui ensuite vont lire Seven Deadly Sins. Ça va être marrant. Intéressant de voir ça. Mais ils vont être un peu dépaysés. Oui. Dans ce sens-là, ils seront beaucoup plus dépaysés que dans l'autre. Ça va nous faire un GTO, Young GTO, tu vois. Oui. On l'a vu à l'envers. C'est ça peut être sympa aussi. Justement, tiens, tu parles de GTO, Young GTO, les suites de manga. On en est où en France ? Je voulais qu'on fasse un petit point à ce sujet parce que on n'a pas tout. Tout ne sort pas en France, et alors qu'il y a des millions de suites au Japon, des suites de manga, il y en a pour tout. Qu'est-ce qu'on a ? On a la plus connue en ce moment, enfin les 2 plus connues, Boruto par exemple, la suite donc de Naruto, Cagnard. Qui a priori a l'air d'être, j'ai l'impression, parce que moi j'ai lu 5-6 tomes et je me suis arrêté là parce qu'effectivement ça m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai l'impression que c'est la suite qui m'a l'air un peu moins artificielle que les autres, où j'ai l'impression que vraiment, vu les événements et je vois les réactions des gens sur les réseaux sociaux, on a l'air de dire que ça a l'air d'être une vraie histoire entre le manga est nourri, ouais. Clairement, le manga est nourri, quoi. On n'est pas dans un truc totalement artificiel. Il y a des petits passages artificiels, mais on n'est pas dans un truc où on fait du fanservice pour le fanservice à tous les coups. Et en plus, ça se sentait au final dès le tome 1, parce que dès le tome 1, il y avait un foreshadowing, tu vois, qui te montrait Boruto plus tard et tout, tu vois. Enfin, tu sens qu'il y a quand même une implication dramatique. Encore une fois, moi, ça m'a pas intéressé, mais ça a l'air de fonctionner en tout cas. Celui qui se vend le plus en France en ce moment, c'est Dragon Ball Super. Là, on est sur une suite qu'on n'attendait pas, qui est arrivée un jour. Elle est arrivée comme ça, on était content, et puis du coup, on l'a lu et on enchaîne les tournois depuis. C'est exactement ça. On enchaîne les tournois depuis. Moi, je le vois vraiment comme le représentant de Star Wars dans le manga. Tu vois, j'ai l'impression que tout le monde déteste, que littéralement, tout le monde déteste. Je me base évidemment beaucoup sur Twitter, tu vois, mais qu'en même temps, tout le monde va voir la nouveauté quand même. Tout le monde va voir le nouveau film. Tout le monde veut lire le nouvel arc, parce que je pense que tout le monde a un peu d'espérance, tu vois, qu'il y a un nouveau souffle, parce que ça reste Dragon Ball, tu vois. Après 15 tomes, t'as encore oui, l'espérance. mais les gens sont encore là. En fait, les ventes sont énormes. Ah oui, non, vraiment. Mais ça, j'ai les vu, ventes de DBS, elles sont gigantesques. Ouais. Le manga, il est au firmament. Pendant un temps, avant ces 2 dernières années, là où tous les tomes 1 sont repassés devant, Dragon Ball Super, le nouveau tome de l'année,
c'était toujours celui qui sortait en début d'année, Mais- c'est toujours une des 3 meilleures ventes. Mais du coup, les gens aiment le détester. J'imagine qu'il y a un truc un peu comme ça où. En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un Dragon Ball Super, ça va plaire à des gens qui lisent pas énormément de mangas, Oui. qui connaissent Dragon Ball parce qu'ils ont lu Dragon Ball, et du coup, ils n'ont pas le temps de lire d'autres trucs, de s'intéresser à d'autres choses jusqu'à ce qu'on leur offre ou Ce quoi. qu'ils aimaient, c'était Dragon Ball, c'est toujours Dragon Ball. Et donc, c'est toujours Dragon Ball. Et ça utilise les mêmes ficelles que Dragon Ball. Là où Boruto va utiliser des ficelles de Naruto, mais on va rajouter une ou deux. Là, globalement, DBS, il reste sur les mêmes ficelles. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça reste sur les mêmes ficelles. Un tournoi, c'est un tournoi. Oui, et voilà. ils se valent tous. Et les blagues sont toujours là. Par et... contre, ce qui est étrange, c'est qu'autour de moi, je ne connais personne qui lit Dragon Ball Super. Alors, soit les gens se cachent du fait de le lire, et c'est Les gens possible. se cachent pour regarder des Mais tu vois, moi c'est la même, j'en ai lu, je sais pas, 5-6 tomes quand même, avant de dire non, ça ne sera pas pour moi. Mais c'est marrant parce que tout le monde en parle, et en même temps je connais personne, alors que je connais quand même pas mal de gens qui lisent du manga autour de moi, hein, mais je ne connais personne qui le lit. Peut-être toi, Max, je sais pas si tu continues d'ailleurs. Oui, j'ai 3 tomes de retard, mais Oui, sinon. tu continues, mais je t'es continue. quand même, je crois que t'es la seule personne que je connais qui dit oui, moi je lis. Ouais, mais Max, il lit tout. Mais oui, puis moi Oui, je suis déjà. un intégriste. Ça Je veux compte dire. Ayatollah de Dragon Ball. C'est ça. Je pense qu'on me donne tout Dragon Ball, j'essaierai quand même. Oui, Et je vais continuer. Tu reviendras. Par principe, tu vois, je veux être expert en. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait sur Star Wars. J'ai regardé Mandalorian quand même. Et j'ai détesté Mandalorian. Est-ce que je vais regarder Boba Fett? Boba Fett? Ouais, Bah oui. Boba Fett, tiens. Oui, bah oui. Bah oui, je vais. Oui. Mais là, Je vais du coup, regarder. toi, c'est dans une démarche de critique. Ah non, C'est-à-dire que débile, tu pourras c'est en une parler. démarche débile. C'est une démarche de perte de temps, je dirais, à mon niveau, parce que je sais que je vais pas aimer, mais je le fais quand même. Ça dépend parce que tu vas regarder la saison 1 et pas la saison 2. Donc tu vois, c'est dans une démarche Oh, de bah, je veux je sais savoir. pas, hein, Mandalorian, j'ai regardé les 2 saisons quand même. Hein. Avant de dire qu'il détestait, tu vois, c'est pour être bien sûr. Exactement. C'est chelou. Qu'est-ce qu'on a d'autre en France? On a eu enfin la suite de Shaman King. Shaman King W, X, Y. Bon, j'exagère. Ils sont tous là. C'est juste qu'il y a plein de noms dans Shaman King. Il y a Flowers, Superstar. Et puis ça va continuer encore après. Cagnard, c'était d'ailleurs Robin avait adoré Shaman King Flowers. Et là, on est sur une vraie suite de suite, quoi. Ah bah, en fait, je suis assez étonné de voir le tournant de la série. Alors, bon, c'est quand même un cas un peu d'école, vu que la fin de Shaman King, elle était très compliquée, donc forcément, c'est dur de reprendre sur des bonnes bases saines en se disant je vais faire une suite. Et là, dans le cas de Shaman King, c'est impossible de lire ça sans connaître la série principale, tu vois. Ah là, Tu ne comprendras rien Non. si... enfin, faut commencer par Shaman King. mais j'imagine que tu pourras comprendre un peu, tu vois, mais... Oui, t'auras envie de ça n'a- récupérer, quoi. Voilà, ça n'a aucun sens de lire ça tout seul, quoi. Non, clairement, pour Shaman King, et ce qui est marrant aussi, c'est que Takei, ça devient l'homme d'une œuvre, quoi. Parce que maintenant, il Ah oui. continue à Ouais. reproduire des suites de Shaman King et à continuer à alimenter Shaman King. Ça, même s'il a eu qu'il a fait quelques autres mangas entre temps, ça devient vraiment l'homme d'une œuvre, quoi. Ultimo qui était un Ouais. simili Shaman King de toute Ouais. façon, même si je l'aimais bien, tu vois, Bah, mais c'était quand même un simili Shaman King. Bah, comme Toru Fujisawa, tu vas en parler tout à l'heure, mais c'est un peu ça. Il a toujours essayé de faire d'autres séries et au final, il revient toujours à il GTO. revient. Donc, il revient toujours Et à franchement, GTO. ça fait plaisir hein, de le voir à ce niveau. Parce que mine de rien, pendant un moment, on n'a rien eu à lire de cet auteur-là. Ça fait plaisir de le voir revenir là-dessus, quoi. Ah ouais, clairement. Après, il y a des fausses suites, moi j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est surtout un moyen de faire le buzz. Genre, vas-y, on parle plus de moi. Je me rappelle très bien de Tokyo Ghoul quand c'était sorti. C'était sorti dans le Young Jump. Et en gros, à la fin, il disait bon bah voilà, Tokyo Ghoul, c'est fini. Tu fais. Mais c'est pas possible. Là. Et en fait, c'était juste pour dire une semaine après, ah bah non, c'était fin de la saison 1 et on va faire Tokyo Ghoul heureux. Et franchement, je me dis, mais est-ce que c'est pas la même chose pour My Hero Academia? Fin décembre 2021, l'auteur, Kohei Horikoshi, il a annoncé, bon bah, il reste plus qu'un an, je pense, pour le manga. Là c'est le dernier arc. Si tout se passe bien, en plus, toi, le mec, il met des formes. Si tout se passe bien, je finirai dans un an. Il avait annoncé ça à Jump Festa. Et après, il dit, bon, après, si ça se passe pas bien, bah, peut-être que le doubleur dira la même chose dans un an que ce que je viens de dire. Tu fais bon. Mais je suis pas sûr parce que le terme de saison en manga, il est pas utilisé si souvent. Non, il est c'est pas quand même utilisé, très mais- rare. Mais là, il dit quand même clairement, je rentre dans le dernier arc, j'espère que la fin va faire plaisir à tout le monde. Et tu fais bon, d'accord. Et tu dis ça parce que déjà, My Hero, il est quand même au top du top en ce moment. Les animes, le film, tout ce que tu veux. Il a pas vraiment besoin de faire le buzz Ouais, mais sur tu ce coup-là. sais, parfois pour les auteurs, c'est un moyen de se protéger. Tu vois, tu parles de buzz, hein, que ce soit pour Tokyo Ghoul ou pour My Hero Academia.
J'y vois pas forcément un buzz, mais une manière qu'ont les auteurs de se protéger, de se mettre à part. Alors pour My Hero Academia, il annonce la fin dans à peu près 1 an. Comme ça, au moins, il prépare un minimum les lecteurs qui suivent et qui sont au taquet. De l'autre, il dit si tout se passe bien, donc parce que du coup, ça peut prendre plus de temps, comme ça peut se couper avant. Enfin, tu vois. Après, ça comme se trouve, il y a aussi les éditeurs. pas. Ça se trouve, c'est pas forcément lui aussi qui a voulu le dire. Bien sûr. C'est les éditeurs qui ont dit bon bah voilà, il faudrait peut-être que tu dises ça, etc. Parce que si t'es un peu malade, tu vas prendre du retard. Du coup, voilà, on va les préparer. Ils ont fait un peu la même chose avec Chainsaw Man au final, parce qu'ils ont annoncé la fin. Ouais, mais là encore, c'est un truc d'auteur, j'ai l'impression. Ouais, c'est-à-dire, tu vois, l'auteur est arrivé au bout de son cycle. Il pensait arrêter, ou tout du moins arrêter dans le jump, peut-être faire d'autres trucs. Puis là, t'as un changement en plus de magazine, enfin c'est ça, de prépublication. Donc je me demande si c'est pas vraiment un truc de lui-même qui a dit non mais là en fait mon histoire je veux la passer au niveau au-dessus, dans le gore, dans la violence, je le sais pas, tu vois. Peut-être. Ou dans des trucs plus psychologiques, plus. Après plus pour chelou. le coup, pour cet auteur-là, je le comprends peut-être un peu mieux dans le sens où je pense qu'à mon avis dans sa tête c'est très compliqué et il doit se donner tellement à fond sur ce manga que tu dois faire une pause. Ouais, mais pour Tokyo Ghoul par exemple, soit il a pas fait de pause, mais c'est prépublié dans un magazine Seinen et donc par conséquent ils sont, alors même s'il y en a évidemment des Seinen très très longs, mais ils sont un peu moins habitués aux mangas très longs et ça te donnait peut-être aussi une matière à faire autre chose. En plus Chainsaw Man là, je pense qu'il va le sortir en même temps que l'anime finalement. Je suis d'accord que dans le cas de Tokyo Ghoul, j'ai pas trop compris le move de faire une suite alors que on était en plein dans l'histoire, donc il n'y avait pas de... Effectivement, peut-être un effet d'annonce, parce que c'est vrai que la fin de Tokyo Ghoul, elle est hyper intense, elle est vraiment très forte, et peut-être que quelque part c'était un moyen de relancer un petit peu. Après Tokyo Ghoul, c'est un seinen, c'était peut-être sûr. un peu différent. Pour revenir sur donc les suites de mangas qui existent en France, on a Fairy Tail 100 Year Quest. Donc même si Fairy Tail décline un peu logiquement là sur les ventes peu à peu puisque c'est plus alimenté. Là j'ai pas l'impression qu'Hiro Mashima a lâché l'affaire sur 100 Year Quest. En France déjà la série se comporte très bien. Et j'ai l'impression que l'humour qu'il a mis, le côté un peu what the fuck de son manga, de ses aventures, est toujours dans 100 Year Quest et que c'est vraiment, et là pour le coup c'est vraiment une vraie suite puisque là c'est le prolongement de l'histoire. D'accord, c'est avec les mêmes héros. Oui. Ok. Il scénarise, il fait quoi dessus Il scénarise, supervise. D'accord. Peut-être qu'il fait les boards aussi, mais tu sais, il fait les trames là sur la case numéro 3. Il apporte le café aussi aux assistants. Il est sympa, quoi. Non mais lui il est accro au dessin, il est accro au travail, il est accro à la création d'histoire. Donc mec, pendant qu'il était sérialisé en hebdo, il a scénarisé tout un film et il a fait tout le storyboard d'un film. Oui. Et quand il était à Japan Expo, il faisait toute la journée à Japan Expo dédicace, le soir dans sa chambre, il finissait ses planches. Oui, mais ça c'est normal. Déjà disponible depuis fort longtemps, il y a donc Young GTO et les suites de GTO, enfin les spin-offs de GTO. GTR. Il y a des spin-offs, il y a des suites, GTO, il y a tout. Pour le coup, là, c'est salade tomate oignon. Exactement. Et c'est vraiment, en plus c'est une série que j'adore, mais je vois clairement la différence entre Young GTO et GTO. Où tu vois il y a une différence sur le personnage d'Inuzuka d'Onizuka qui évolue et qui change entre les deux récits. J'ai lu tous les autres, je suis même à jour sur la dernière série. Elle me passionne pas parce qu'en fait c'est comme s'il avait l'impression de voir le spectre d'Onizuka qui continue. C'est le même personnage mais un peu, je sais pas, un peu pas habité quoi. Et c'est pas très très intéressant, mais par contre je vois vraiment le truc entre Young GTO et GTO, je vois vraiment pourquoi c'était utile de faire cette suite, alors que là... Oui, pour les autres, effectivement. Young GTO, c'est clairement plus intéressant. Et de toute façon, après GTO, il avait essayé de faire d'autres choses. Oui. Ouais. Il a fait un manga donc avec Kicksor dont on parlait là, avec Kamen Rider, chez Isan Manga, ouais, exactement. Il a essayé plein d'autres choses. Et puis finalement, il revient sur... Rosy Prose. Et il revient sur GTO. Il chaque revient fois, sur son perso parce qu'en fait il raconte toujours plus ou moins la même histoire, des adolescents mal adaptés dans la société et quelqu'un qui vient les aider, sauf qu'en fait il a jamais réussi malheureusement à faire un personnage aussi fort que Onizuka. Et les suites se lisent sans déplaisir, tu vois. Moi je les ai lus et ça va, il y avait pas de mais soucis. sauf qu'il a mis la barre tellement haut avec Onizuka
que va recréer d'autres personnages à ce niveau-là. C'est dans ce sens-là que je te dis que la suite, pour moi, elle est moins habitée que les 2 premiers récits, quoi. Est-ce que les JoJo's Bizarre Adventure, on peut considérer que c'est des suites à part entière, ou que c'est des séries dérivées d'un même univers? Bah oui, parce que moi j'estime que c'est une suite, et parce qu'en plus l'auteur de JoJo, je trouve qu'il sait caresser le lecteur dans le sens du poil, tu vois. Je vois vraiment ça limite comme un jeu, ce qu'il fait entre les différentes séries. Et j'adore voir quelles sont les références aux anciennes séries, quels sont les personnages qu'il va faire revenir. Et en plus, c'est fait de manière très intelligente. Je veux dire, quand tu vois qu'il inverse des rôles, des caractères d'une série à l'autre, et il arrive à bien mélanger tout ça, et au final je me dis que c'est un peu le Marvel du manga, quoi. Il a fait à lui tout seul. Il a fait des reboots. Il y en a eu dans JoJo, et ça a été d'ailleurs l'un des plus gros événements dans JoJo. Le multiverse, bah ouais, on est là-dedans, et je trouve ça assez rigolo de voir, on peut appeler ça des Easter eggs qu'il fait. Et à chaque fois que tu vois sur JoJo Lyon là, j'adore essayer de me souvenir, genre ah oui, non mais attends, ce perso on l'a vu dans telle autre série précédente, sauf que là il a plus du tout le même caractère. Attends, comment ça se fait que ce méchant maintenant soit devenu le héros de la série? En fait, je trouve ça, je suis flatté en tant que lecteur, mais de manière intelligente. On m'a pas mis un coup de coude pour me dire tu souviens si c'est bien. Là j'ai vraiment l'impression d'être flatté, genre il compte sur mon intelligence pour que je comprenne quelles sont les références. Et puis il y a son truc de Jo, tu vois, finalement, et il y a aussi toujours des héritiers et il le tient, et ce qui fait que tout est relié, et que on peut évidemment parler de suite avec aussi des méchants qui reviennent, ou un méchant qui revient très souvent. Et là aussi, ça permet de relier et d'en faire une. Mais même ça, tu vois, au final, son méchant, il l'a. Enfin, bref, je vais pas spoiler. Un jour, on fera une émission de JoJo, hein, mais c'est hyper intéressant comment il a construit son univers. Des suites, il va y en avoir d'autres. Alors, il y a eu Senseiya, où il y a eu des suites, des spin-offs, il y a eu les deux. Il y a eu des titres un peu plus étonnants qui ont leur suite, comme Gamaran. Oui. Toi, tu t'attendais pas à ce que la suite sorte en France, mais c'est une super bonne nouvelle, moi je trouve. Hein. Mais ça, tu t'y attendais pas. Blue Giant Suprême, tu vois, la suite de Blue Giant, tu l'attendais pas non plus. Elle est là. Celle-là, non. c'est cool a priori pour les lecteurs, mais je vais être tout à fait honnête, je n'ai jamais lu un tome de Blue Giant, donc. Un jour, il y aura la suite. Un jour, il y aura la suite de Bleach en France, mais alors pas encore aujourd'hui. Mais alors attends, c'est quoi la suite de Bleach? C'est une suite de Bleach, c'est l'auteur Tite Kubo qui un jour va écrire la suite de Bleach. Ah, mais il l'a toujours pas fait au Japon non plus alors. Non. Ah non, bah alors. Non, mais tu sais, c'est pour ça que un jour, le mec il sort ça comme ça. Un jour il y aura la suite de Bleach. Ouais. Non mais j'avoue que le Jump Festa, ils ont fait leur annonce avec Bleach en 2022, la suite qui revient en anime, parce qu'on n'a jamais eu le dernier arc, et on l'a eu en manga mais jamais en anime. Et j'avoue, c'était une annonce de ouf. Et tu vois, Burn the Witch, c'est dans le même univers, du coup. Ça, j'ai pas compris. C'est un spin-off. Ouais, c'est un spin-off. Ouais, mais moi, je trouve. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est autant dire Fire Force et Solitaire, c'est des suites, tu vois. Moi aussi, ouais, je trouve ça bizarre qu'on parle de Burn the Witch comme un spin-off. Si, c'est un spin-off, puisqu'il a clairement relié les univers. Ouais. Moi je le vois pas. Toi, t'as l'impression que c'est vraiment une autre histoire. Ah ouais, moi je pense qu'on est à Londres total. Mais on est à Londres. Non, mais je veux dire, mais le vraiment Society existe partout. Décorrélé du CRI Tale. Pour moi, c'est évident qu'à un moment, il y a Ichigo qui va apparaître quelque part, tu vois. D'accord. S'il continue à la faire. S'il continue, oui, parce qu'il va à son rythme. C'est-à-dire que moi, avec Bleach, avec Tite Kubo, je crois. Que ce que je ne verrais arriver en France. Je crois même pas que ce qui arriverait au Japon. Genre au Japon, tu crois pas, c'est un fan art. Exactement, ça peut être des gens au Japon qui font semblant. Moi, tant que je l'ai pas en France devant moi, sous les yeux, dans mes mains, je n'y crois pas encore. C'est le mec, il est au Comiquette. C'est pour ça. Tite Kubo avec des lunettes, on sait pas que c'est lui. Je préfère attendre avec Tite Kubo, quoi. Bon, voilà, en tout cas, les quelques suites en France qu'on a et qui valent le coup, sont des suites de grandes séries, hein, pour la plupart. Il y en a quelques autres, hein, on n'a pas été exhaustif, évidemment. Pas mal, hein, déjà. Et puis, donc voilà, et puis on peut surtout repérer deux genres de suites, tu vois. Boruto, le côté descendant, on récupère quelques personnages, puis Fairy Tail ou Fairy Tail où c'est exactement les mêmes personnages comme Dragon Ball Super, quoi. Juste on continue à aller et d'ailleurs en fait moi je trouve qu'il y a vraiment deux catégories de suites, et c'est un petit peu ce que tu viens de décrire, hein. T'as pour moi celle que l'auteur réalise lui-même, et t'as les autres. Ah ouais, c'est encore autre chose. Ouais, mais je pars un petit peu de ce même postulat, c'est soit l'auteur a foncièrement l'envie de continuer dans cet univers-là, et ça peut donner un peu tout et n'importe quoi,
soit c'est plus son éditeur qui a dit ça serait bien quand même de continuer un petit peu, tu vois. Et là après c'est pris par d'autres auteurs. Moi effectivement je suis plus attiré par la première catégorie, celle où vraiment l'auteur continue sur son univers. Donc Shaman King et Four Knights of Apocalypse, quoi. Exactement. Et pas trop Boruto DBS. Très peu. Joe, toutes ces suites, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi je me dis en fait toutes ces suites, il y a une réalité commerciale auquel elle doit faire face, c'est que en gros une suite d'une série sera jamais publiée en France si la série de base fonctionne pas. Pour moi c'est une évidence. En gros c'est limite la preuve que cette série elle marche pas du tout, donc pourquoi on va faire les autres. Et ça m'a fait penser à Fate Stay Night, tu vois. C'est une anthologie au Japon, c'est vraiment un truc culte. Il y a 1 milliard, bon il y en a 4-5 ou séries dérivées en manga, déjà à la base c'est un jeu vidéo, mais il y en a 4 ou 5 séries en manga, et pas que des petites séries, hein, c'est 10 ou 20 tomes parfois, et nous ça a clairement pas marché en France. Il y a eu une tentative chez Kyun, je crois. Non, chez Pika Édition, il y a eu Fate Stay Night. Non, il y en a une autre avec chez Ototo, c'était pas ouf, hein. Mais c'est ça en fait, c'est que le public français n'est pas du tout au raccord, et pourtant ils ont essayé une ou deux fois. Mais tu te dis à quoi bon, on va pas essayer d'avoir les autres. Après ils tentent, c'est assez normal qu'ils tentent jusqu'à que ça fonctionne en fait. Oui, c'est des univers, en fait les univers sont tellement riches, ils ont tellement de succès au Japon, à l'étranger, aux États-Unis, tu vois. Sword Art Online c'est encore plus connu aux États-Unis que ça l'est en France. Mais c'est un énorme succès, et ouais, je pense que faut mieux l'avoir au catalogue que ne pas l'avoir, faut que de le laisser à la concurrence, et parce de passer à côté de potentiel. C'est qu'un jour ou l'autre ça peut avoir une vraie rentabilité, mais, quoi. Ouais, mais du coup t'essayes une fois, mais t'essayes pas deux, quoi. Bah si, en fait tu peux essayer plein de fois. Moi je suis sûr. Ça dépend, Je suis sûr que Gundam va revenir, hein. Un jour. Et Gundam c'est un marronnier. Ça fait des années que les éditeurs essayent, que ça soit en manga papier, en animé, ça revient, et il y a un moment ça va marcher. J'ai un t-shirt Gundam pendant cet enregistrement. Je l'avais même pas vu, tu vois, c'était même pas un pic, mais à un moment ça va forcément marcher. Mais il y a plein de suites au Japon, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on voit jamais en France. D'ailleurs, quand on fait les émissions manga oubliés, à chaque fois on donne le petit truc en plus dans les mangas oubliés. Et bien par exemple le petit truc en plus, c'est, mais sachez-le, il y a une suite au Japon qu'on ne verra probablement jamais en France. C'est clair. Ça m'avait fait rire quand j'avais vu qu'il existe la suite de Full Ahead Coco, manga de pirate. Et ben l'auteur continue, il fait la suite maintenant. Ok, bah très bien pour lui, parce que c'était une chouette série en plus. Série de pirates et tout. Est-ce que ça nécessitait une suite, ça je sais pas. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs dans son univers. Gamaran était dans les mangas oubliés, tu vois. Et ils ont fait une. Et Gamaran effectivement était dans les mangas oubliés. Déjà, Gamaran, tu l'as laissé passer? Bah je crois, ouais. Ah oui. Ouais, il était dans les mangas oubliés. Ah merde. Bah c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait faire un manga sur un tournoi, quoi. Ça m'a les fameux mangas tournois. Moi je pense au manga Mère chez Kana. Mère Omega. Ils en ont fait plein. Et je suis sûr qu'au Japon ça continue encore, hein. Oui, il y a des moyens. Alors Mère peut-être pas, mais il y a moyen que toutes les séries de toupies continuent, en revanche. Yu-Gi-Oh, tu vois. Non, Beyblade plutôt. Non, je pense à Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh normalement là ça a arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire, Johnny? Tu voulais finir en faisant un parallèle sur les suites de jeux vidéo? Ouais, mais nous c'était un peu différent. Non, mais c'est dans le sens où les jeux vidéo c'est assez spécial, parce que souvent on voit les suites arriver avant les jeux de base. Genre tu vois, Final Fantasy, on n'a jamais eu le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu le 7, c'est le deuxième arrivé, parce qu'en vrai on a eu Final Fantasy Mystic Quest en premier, et on a eu le 7. Mais toi les 6 d'avant, inconnu au bataillon. Persona, on a eu Persona 3 en premier, qui a eu un bon accueil, le 4 aussi. Non mais Persona c'est le Gundam des jeux vidéo. Et ça a explosé. Vous êtes 5 à jouer, vous parlez beaucoup, vous faites beaucoup de bruit. Non, mais Persona 5, il y a eu un tel succès commercial, c'est vraiment devenu ouf, que d'ailleurs, au début, toi, c'était qu'en anglais, et pourtant maintenant, tu peux les trouver tous en français. Ce qui est fou pour Persona, parce que c'est déjà un spin-off d'un autre jeu. Oh putain. qui lui vient de sortir en France. C'était Shin Megami Tensei, tu vois, qui n'était pas connu à la base. Mais la différence entre le jeu vidéo et le manga, c'est que dans le jeu vidéo, tu peux avoir Final Fantasy 7 et Final Fantasy 8. C'est pas la suite. Oui, c'est pas la suite directe. Je veux dire, on retrouve aucun des personnages, même l'univers peut changer. On peut conduire des voitures dans l'un et piloter des chocobos dans l'autre. Mais tu vois, par exemple, oui, tu penses à Final Fantasy 15 quand tu dis ça, mais ça reste qu'il y a un univers
on va dire correct ou qui est commun, c'est t'as de l'éther, les monstres c'est souvent les mêmes monstres mais qui sont un peu remis à la sauce. Oui, c'est pas une suite directe sauf 10-1, 10-2 ou 13-1, 2-3 tu vois. Et pareil pour Zelda, il n'y a jamais une suite. Non, c'est vrai. Il se réveille toujours, oh je suis amnésique. Mais c'est pas Zelda qui se réveille, c'est Link. Link, pardon. Oui, n'oubliez pas cette histoire. Et Dragon Quest, tu me diras, c'est un petit peu la même chose. Oui, c'est pareil. C'est une institution au Japon. Le temps que ça a pris pour que maintenant ça a l'air de fonctionner, les jeux vidéo. Et en plus, dans le jeu vidéo, t'as un truc qui est beaucoup plus compliqué que dans le manga, je trouve. C'est que quand tu fais un nouveau jeu, mine de rien, il faut que tu réinventes ton système de jeu aussi. Il faut pas que tu fasses exactement la même chose. Même si tu prends pas les mêmes persos, je trouve qu'il y a une difficulté supplémentaire dans le jeu, dans le jeu vidéo où tu dois innover. Beaucoup plus que. C'est peut-être pour ça qu'ils prennent souvent des nouveaux personnages. Ouais. Parce que ça, c'est la question. Est-ce que dans une suite de manga, alors revenons sur le manga, est-ce que dans une suite de manga, il faut garder ses héros ou pas ? Dans Fortnite of Apocalypse, il a clairement fait le choix de pas garder ses héros. Il avait envie de raconter autre chose ? Oui, pour le moment, j'ai l'impression qu'il avait envie de raconter autre chose, mais comme on avait dit dans l'émission Seven Deadly Sins, la manière dont il gère Arthur dans Seven Deadly Sins, tu vois qu'il avait envie de raconter autre chose que l'histoire des Seven Deadly Sins. Après, moi, sur une suite, j'ai l'impression que la gestion des personnages, elle peut être abordée de deux manières qui sont assez différentes, mais en tant que lecteur, tu vas pas attendre la même chose en fonction de quelle série tu as. Alors, la première possibilité, c'est de garder ses héros. Alors moi je pars du principe que du temps a passé, que sont-ils devenus ? Bon là tu dois créer une espèce d'alchimie dans ton personnage qui montre des anciens signes du perso que le lecteur a connu, et en même temps tu dois lui apporter une espèce de nouveauté, il faut qu'il ait changé un minimum, sinon il n'y a aucune utilité à ça. Là je vois limite comme un flash forward. En flash forward on l'a déjà dit plusieurs fois, mais par exemple dans One Piece, dans Naruto, t'en as genre voilà 7 ans après que sont-ils devenus ? Et la deuxième catégorie, pour moi, c'est les nouveaux persos. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus délicat parce que tu prends le risque d'abandonner ce qui a fonctionné, vraiment, et de recréer de toutes pièces. Sachant qu'en plus, tu vas devoir sûrement gérer tes anciens persos comme des espèces de guests dans ce nouveau récit. Et là, typiquement, dans Fortnite of the Apocalypse, tu te doutes que les autres personnages vont passer par là à un moment, mais du coup je trouve que c'est un numéro d'équilibriste. On nous parle déjà plus ou moins de Merlin dans Fortnite. On parle d'Arthur, on parle de Merlin, mais les autres où est-ce qu'ils sont, tu vois, et à un moment évidemment mais ce numéro 2 moi je le trouve plus intéressant peut-être. Oui, beaucoup plus tu vois, Dragon Ball Super, on m'aurait dit c'est l'histoire de Sangoten, j'aurais peut-être plus kiffé. Je dis Sangoten au hasard, hein. Ça aurait été même plutôt Trunk techniquement. Mais on me dit, on te raconte l'histoire de Trunk de A à Z. C'est lui le héros maintenant. Ouais, non, j'aurais préféré Sangoten du coup. Bon, bah, non, parce que tu vois, ça reste. Alors, moi j'aurais préféré Trunk. Pour le coup, c'est bien, personne ne veut Sangohan parce qu'on sait que c'est un homme au foyer. Mais ouais. Et Sangohan, ça aurait dû être le héros à une époque, et puis et il a changé de. Non, il a dérapé. Côté. Depuis qu'il est devenu en jogging à la résurrection de F, moi je l'ai zappé. Ça remonte un peu ça déjà. Ouais, non, mais on a le seum quand même. Non, mais après, Johnny, est-ce qu'il faut garder ou non ses héros pour une suite ? Bah, moi je trouve que si déjà on garde, c'est une vraie suite, et si on garde pas les héros, bah pour moi c'est pas une suite. Bah c'est faux. Mais, il y a un million de façons de faire vivre une suite. Bien sûr, mais moi j'ai gardé ça. Non, mais j'ai gardé ça en tête. Mais c'est vrai que pour moi, est-ce qu'on doit ou pas garder ses héros ? En vrai, tout dépend. Tout dépend de la suite. Et si on doit continuer sur cette catégorisation, on va dire des suites, peut-être qu'une manière de voir les choses, ça serait est-ce que l'auteur il se concentre sur ses personnages vraiment, et à ce moment-là il garde les mêmes personnages et il les fait évoluer, et il fait des enfants, il fait des enfants ou autre, ou est-ce qu'il se concentre plus sur l'univers, et là à ce moment-là tu vas mettre des nouveaux personnages toujours dans le même univers, et je pense qu'on peut faire un petit peu cette distinction, et ça donne une indication sur l'auteur aussi, je trouve, quelque part. Est-ce qu'il est plus intéressé par ses personnages ou est-ce qu'il est plus intéressé par son univers? Et il n'y a pas de bonne réponse pour moi, c'est plus ça peut en dire un petit peu sur un auteur. C'est ça en fait, le truc c'est que s'il garde pas ses héros, justement l'auteur va être obligé de renouveler et étoffer son univers, parce que ok, il a déjà parlé de ça, et dans ce cas là il faut qu'il aille plus loin, et ça permet justement de découvrir de nouvelles choses, quoi, et d'apprécier une nouvelle facette de l'auteur qu'on ne connaît pas forcément. Moi je voulais revenir encore une fois sur mon petit truc avec Boruto là, sur faire vivre la descendance. Ça c'est une solution, un entre-deux qui est assez intéressant, parce que d'une, tu gardes tes personnages, ou tu gardes l'aura des personnages,
Et puis c'est leurs enfants, donc en même temps, tu peux y mettre une certaine filiation. Tu as un élément qui te permet de relier tes deux mangas. Et tu peux retourner justement le caractère de tes persos avec leur héritier. Entre Naruto et Boruto, tu vois, t'en as un qui souffre de ce dont son père était victime avant. Enfin, tu vois, il y a un... Et en même temps, il souffre de la du poste de son père qui... Ouais. Donc il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et en même temps, et quand on te parle de son papa, du coup, tu le connais. Là, tu fais ouais, moi je le connais. Et il en a fait des conneries, ton père, mon gars. Donc c'est marrant. Mais il souffrait. Mais en plus, c'est ludique. Parce que tu sais, moi, alors, c'est ludique à plein de moments. Déjà, tu peux essayer de faire des couples. Tu fais lui, il a été avec elle. Ouais. Bon, moi, ça m'amuse. Ça m'amuse pas tout le monde. Ouais, non, là, j'avoue que tu fais le jeu des pères. Moi, ça m'amuse. Et puis, non, mais du coup, tu peux espérer des grands moments où tu vois des vrais bastons père-fils. Des team-up, comme Goku et Gohan, ça avait créé des énormes moments mythiques. Un des meilleurs moments de tout le manga. Tu vois. Mais en même temps, c'est assez rare, j'ai l'impression, les suites affiliations, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Il y en a pas tant que ça. Shaman King, du coup. Ouais. Mais c'est récent, tu vois, qui reprend. Mais entre Naruto et Dragon Ball, au final, Bleach, est-ce que c'est pas ça quelque part aussi parce que ses parents étaient des Shinigami? Ah oui, mais avant du coup. Oui, non, mais voilà, là c'est en inversé, on va dire. Johnny, le mot de la fin avant de conclure cette émission. Oui, je disais tout à l'heure, est-ce que c'est bien ou pas de garder ou non les héros? Tout dépend de la suite. Et finalement, tout dépend de la suite du scénario, de l'intention de l'auteur. Parce que en gros, pour moi, garder les héros, c'est cool, mais si on a un vrai développement derrière, parce que si c'est juste pour tirer sur la corde, pour moi, je vois aucun intérêt de faire une suite. En gros, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Il faut que tu développes, il faut que tu nous apprennes quelque chose de nouveau, mais qui donne envie. Pas si c'est vraiment pour faire du commercial. Il y a eu un moment pour GTO, j'ai ressenti ça dans le sens où au tome 19 ou au tome 20, pour moi c'était fini. Et j'ai senti qu'il a rajouté un arc en plus, les Angels ou je sais plus quoi. Et pour moi, cet arc servait à rien. Il servait juste à vendre 5 tomes. Dans le même manga finalement. Oui, mais là c'est dans le même manga. Mais toi, je le vois un peu comme une suite. En plus, tu dis de la merde parce qu'il est vraiment très bien cet arc. Non, t'as juste 2 fois plus de gros nichons, puis c'est tout quoi. Ok. Voilà, très fine. C'était le mot de la fin de Johnny sur cette partie. Attaquons cette dernière partie de l'émission. Est-ce que ces suites fonctionnent? Quelles sont leurs réussites? Est-ce que ça marche commercialement? Est-ce que ça marche dans le milieu critique? Est-ce que ce sont des suites qui sont très populaires? Moi, je regarderais un premier indice qui est hexagonal. C'est-à-dire que si ça sort ici en France, c'est qu'il y a déjà une certaine forme de réussite au Japon. Et ça veut dire qu'ils ont au moins vendu les droits à l'étranger. Et que même si ça se vend pas beaucoup à l'étranger, ne serait-ce que d'avoir vendu les droits en France, voilà, ça c'est mathématique quoi. L'auteur est content, il continue à faire sa série, l'éditeur est content, il a vendu les droits en France. Voilà, le lecteur est content. Même s'ils sont pas nombreux, ils sont contents parce qu'ils ont la suite de leur histoire. Ouais. Ça marche à tous les coups en fait. Ouais, ça marche. Après, est-ce que en gros avoir une rentabilité au-dessus de 0, c'est bien aussi pour les éditeurs? Est-ce que c'est ça, réussir une suite? Parce qu'en tout cas, t'as pas perdu de l'argent. J'aurais envie de te dire oui. Moi, j'aurais envie de te dire oui. À partir du moment où c'est rentable, c'est une certaine réussite. Il y a plusieurs réussites, tu vois, mais c'en est une. La réussite économique, mathématique, elle est intéressante aussi. De toute façon, c'est la première. La réussite économique, c'est la première. Ah oui, t'as pas le choix. Si tu l'as pas, il y a pas de. Parce qu'après, c'est vrai que tu peux avoir. Je pense notamment aux suites qui ne sont pas faites par l'auteur original. Tu as un peu cette dénaturation de l'œuvre originale. Tu te demandes si c'est pas justement une infamie aux yeux des fans, parce que c'est pas l'auteur original. Et tu fais si c'est pas auteur original, vas-y, c'est nul. Dragon Ball Super a souffert de ça. D'un point de vue critique en tout cas. Mais c'est un manga qui avait tellement de fans. Comment tu voulais tous les contenter? C'était mission impossible. Et il a du courage, Toyotaro, en tout cas, d'avoir tenu. J'espère qu'il a pas les réseaux sociaux, en tout cas, parce que sinon il doit passer des mauvaises journées s'il lit tous les messages. Et ça serait intéressant de savoir quel est l'accueil critique au Japon de Dragon Ball Super, parce que nous en France on voit que divisé de la même façon. Mais c'est intéressant quoi non, puis en plus il y a eu l'anime qui a été critiqué. Tout le monde veut lire. Enfin, que tout le monde veut critiquer. Pour la critiquer, faut que tu la lises. Ouais. Mais l'anime aussi a eu beaucoup de critiques parce que là pour le coup c'était plutôt une critique graphique
du style c'était vraiment mal fait. Oui, mais c'est l'économie de l'animation au Japon. Ouais, mais du coup ils sont restés juste sur le truc graphique, pas sur le fait que c'est Dragon Ball Super. Tu vois. Ils avaient pas annoncé la fin de l'animé d'ailleurs? Non, oui, mais ça, ils trouvent toujours c'est pas pour de vrai. T'inquiète pas. Moi, je me demandais si justement le public français, il est peut-être moins amateur de suite. Genre, on en publie moins, ça c'est sûr. Ouais, mais peut-être on en publie moins, peut-être parce qu'on aime moins ça, ou est-ce que c'est juste les éditeurs qui choisissent? Moi, dans le sens, tu vois, Boruto, vraiment, j'ai lu le tome 1, mais je crois que c'est parce que fallait le lire, on m'a obligé à le lire. Mais en vrai, ça m'intéressait pas. Toi, j'ai lu Naruto, j'ai fini Naruto. Je veux pas savoir ce qui se passe pour la suite, toi. Ah ouais, moi j'étais content d'avoir Boruto et de découvrir autre chose, découvrir une autre facette. Et en même temps, j'étais aussi content de découvrir Samurai 8 à l'époque, tu vois. Ouais, mais c'est pas une suite, c'est un autre univers. Non, c'était un autre univers, mais je veux dire, de retrouver un truc comme Boruto avec la patte de l'auteur. Et de retrouver, parce que c'est pas lui qui dessine, il y a quand même son empreinte, tu vois, sur Boruto. C'est impossible d'enlever, de séparer Kishimoto de Boruto malgré tout. Et en même temps, j'étais content de le voir à l'œuvre sur un nouveau manga. Et je me demande lequel des deux j'ai préféré finalement entre Boruto et Samurai 8. D'ailleurs, il y en a un qui a gagné. Hein. Ouais. Oui. Il y en a un qui continue et pas l'autre. Il y en a un, c'est de la SF. C'est nul, quoi. Je veux dire, la série qui continue, c'est la série sans l'auteur. Ouais. La série de l'auteur, elle a pas fonctionné. Mais il y a toujours, mais voilà, il y a quand même toujours son empreinte quelque part dessus, et c'est ça qui est fou. Et quand tu vois Four Knights of Apocalypse, là c'est du Suzuki à 100%, tu vois. Oui. Là il y a pas photo. Après il y a certains mangas, là, on parlait de Boruto, Dragon Ball Super, plus que des suites, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est dans du licensing. C'est vraiment des grosses séries. En fait, c'est des grosses séries comme Boruto et Dragon Ball Super, c'est tellement emblématique que tu peux pas faire n'importe quoi. Et même si parfois ils y arrivent, mais en gros tu peux pas faire n'importe quoi sans l'aval de beaucoup de personnes, les ayants droit, l'auteur, l'éditeur, ouais, ça devient des machines, les chiens, ta mère, enfin tout le monde que tu veux, quoi. Non mais c'est vrai que ça devient des machines, et c'est des usines à production. Après il y a des très bonnes usines à production, tu vois. Hollywood offre énormément d'usines à production, de séries où ils sont 18 dessus avec 75 validations, et des fois on a des merveilles. Ça arrive toujours quand même. En fait, moi à la base, je suis pas forcément contre, tu vois, je vois pas les suites d'un mauvais œil, et parce qu'en plus, je trouve que dans le comics le fait assez intelligemment quand ils prennent un héros, on va dire Batman, Superman, qui tu veux, et ils le donnent à un autre auteur qui va le prendre complètement à contrario. Et dans le franco-belge aussi, ça se fait de plus en plus, tu vois, il y a eu les Lucky Luke, là, l'homme qui tue à Lucky Luke, où là t'as une réinterprétation, et là dans ces cas-là je trouve ça intéressant parce que t'as une proposition, et t'as une proposition qui est différente de l'ouvrage de base. T'as un truc, on va essayer de vous faire redécouvrir autrement cette histoire. Là je trouve ça intéressant. Ah, je suis d'accord. Fujimoto qui arriverait en disant, l'auteur de Chainsaw Man, qui arriverait en disant je reprends Naruto pour une histoire inédite. Bien sûr. Ça serait trop bien. On n'avait même pas parlé de Death Note, tu vois, mais Death Note, ouais. le Short Stories, je le classe là-dedans. Alors même si c'est le même auteur pourtant, tu vois, mais il a dit ok, je vais faire un truc court, je vais faire juste un petit truc court pour donner une vision. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait des petites histoires comme ça. Être sûr que les gens le sachent. Ils le font un petit peu avec One Piece par exemple, tu vois, où Boichi a pu faire une histoire, a pu refaire un peu de One Piece à sa façon. Ils essayent peu à peu de s'y mettre tout doucement, mais pas dans des suites, pas dans des réinterprétations totales, mais non, faut que ça soit des petits trucs occasionnels, tu vois, et surtout qui te donnent un truc un peu excitant pour le lecteur, quoi, parce qu'au final je trouve que le problème dans l'industrie du manga, c'est que j'ai l'impression qu'ils gèrent ça comme Joe dit, les grosses licences. Moi j'ai l'impression qu'ils gèrent ça un peu comme Disney, quoi. Ils vont me raconter des histoires que j'ai pas forcément envie d'entendre, tu vois, qui ont été évoqués dans le canon, dans le canon d'un film, d'un Star Wars par exemple. Là on va dire, et maintenant on va te raconter l'histoire de Han Solo. Tu vois, bah non, mais attendez, moi je ouais, pas, ça c'est les spin-offs, c'est les dérivés, c'est encore. Ouais, mais c'est un autre truc, mais effectivement là on va te nourrir. Hein. Je pensais à ça pour la suite de Fly, vu qu'apparemment, enfin Dragon Quest Die, ils veulent le remettre. Ils disent on va vous raconter la jeunesse d'Aban. Là, mais alors d'une, je pense qu'on l'a déjà un peu vu dans le manga, et de deux, j'ai pas envie que vous me la racontiez. Bah tu oui, vois, moi la suite de l'histoire je la fais dans ma tête, tu vois, j'ai pas besoin. Oui, mais tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont eu tes stats sur Netflix et tout. Tu le regardes quand même si tu veux pas. Oui, oui, ils vont le faire et tu vas le regarder. Mais évidemment que je vais le regarder, et comme j'ai regardé le nouvel animé de Dai pour pouvoir critiquer, j'ai rien à critiquer, c'est très bien, voilà. Mais ne le regardez pas, c'est de la merde, lisez le manga. Le manga qui sort donc au mois de avril.
Ça doit être ça. Au mois d'avril, la réédition de Dragon Quest, la quête de Dai. Enfin. Ah, ça bah oui, parce qu'il y a des tomes qui se vendent à 150 €. Ah bah oui, mais il fallait l'acheter à l'époque, monsieur. Hein. Ouais. Bah, c'est comme Enfer et Paradis, tome simple. Mais il fallait l'acheter à l'époque, monsieur. Oui, il fallait l'acheter à l'époque. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'Enfer et Paradis, il y a les tomes doubles à 12 balles, hein, allez-y. Hein. Ils sont tous dispo. Hein. Et du coup, je comprends pas mais pourquoi. Personne n'en veut de cela. Non, mais c'est fou, je comprends pas. Cagnard sur les suites. Alors finalement, est-ce que t'es un homme de suite ou t'es un homme qui a peu de suite? Disons que... Oh là là, merde, hein. Moi j'arrête, c'est bon. Allez, je me casse. Disons que ce que je trouve un petit peu malheureux, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cœur dans la majeure partie de ces suites. Alors autant je vois l'intérêt financier qu'il y a de le faire et de la position confortable de partir sur une franchise qui a déjà fonctionné. Comme tu le dis, c'est ce que Hollywood fait au final. Et en plus, en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu vicieux, pas cool, parce qu'à une ère de réseaux sociaux, ce qu'on veut, c'est faire réagir au maximum les gens, que ce soit de manière positive ou négative. En plus, il y a eu pas mal de stats qui ont montré que les réactions négatives, c'était un petit peu ce qu'on préférait sur les réseaux sociaux et que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Je trouve que de ce point de vue-là, il n'y a rien de mieux que de faire un conflit de génération. Tu fais un conflit tu prends Dragon Ball, tu vas avoir un battle entre ceux qui vont redécouvrir Dragon Ball, et t'as les nouvelles générations qui eux découvrent la série. Trop cool. Tout le monde va réagir, que ça soit les jeunes, les vieux, tout le monde va dire moi je déteste, c'est du scandale. Les autres vont dire ceux qui connaissent pas, c'est de la merde. Dans tous les cas, tu sais, c'est un peu la stratégie Konbini, tu vois. Tu fais en sorte que ton titre d'article fasse parler. Et la stratégie Konbini. Et c'est vrai que Dragon Ball Super, ça a beaucoup fait parler. De mal. Et d'ailleurs, Dragon Ball Super, c'est un exemple qui est hyper intéressant. C'est un des seul titre où tu peux, quand il y a un problème, on va dire, avec le manga ou avec l'animé, tu vas avoir des articles dans le Figaro, dans le Parisien, tu vas avoir des trucs sur Allociné même, parce que finalement de l'animé c'est comme du cinéma, donc on peut en parler. Et c'est l'un des mangas qui, mine de rien, a popularisé dans la presse aussi, je veux dire, où maintenant tu vas avoir du Demon Slayer sur Allociné, où tu vas avoir des trucs comme ça. Dragon Ball fait que Dragon Ball a tellement une position de game changer que on en est arrivé à un stade où tout le monde peut en parler. Tout le monde peut donner son avis, ceux qui ont vu le début, ceux qui ont vu le milieu, ceux qui ont vu la fin, ceux qui kiffent le générique d'Ariane, tu vois, ceux qui kiffent Tapion alors qu'il n'existe pas. J'adore Tapion, mais il est pas canon effectivement, voilà. Mais son épée l'est. mais il y a un truc un peu comme ça à partir du moment où tu fais réagir tout le monde, c'est gagnant pour toi en fait. C'est dans tous les cas en tant que producteur, c'est gagnant. C'est peut-être pour ça que du coup un Shaman King par exemple, il faut trop avoir lu Shaman King pour réagir. Bien sûr. Donc ça ne décolle pas. Sans HeroQuest, Fairy Tail, c'est pareil. Tu peux pas lire, tu peux pas le lire sans connaître Fairy Tail. Et donc là Fairy aussi, Tail, ça va pas faire beaucoup parler non plus. Et mine de rien, Fairy Tail, je trouve que ça a déjà plus fait parler. Mais s'il y avait une suite à Yu Yu Hakusho maintenant, tu vois, faudrait déjà qu'il termine Hunter, hein, mais si on a une maintenant, tout le monde s'en foutrait. Tout le monde s'en fout. C'est possible. Hein. Par contre, fait une suite à Sailor Moon, tout le monde va donner son avis. Ah oui, c'est vrai. Ou une suite à Ranma 1/2, tu vois. Oui, évidemment. Tout le monde va dire c'est un scandale, c'est génial, faut attendre de voir. Entre ceux qui vont noter avant de lire ou de voir, ceux qui vont attendre de lire mais qui vont pas vouloir noter. C'est les gens que je préfère, ça, sur Allociné, c'est ceux qui notent dès le début et qui mettent une étoile. Je déteste cette idée. Non, mais pas l'idée. Et moi, j'ai jamais compris ces 150 commentaires qui sortaient avant le film. Mais c'est pas des journalistes qui l'ont vu avant qui notent en commentaire. Non, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment donner leur avis et qui sont un peu accros à ça, tu vois. On est tous accros à des petits trucs comme ça. Toi, tu laisses des avis Google sur un peu tout. Ouais, mon pote. Ouais, mais je le teste avant, tu vois. Bien sûr. Moi, je teste que mon hamburger il était froid. Est-ce qu'on raconte l'anecdote de la raclette de Franprix de Delo? Est-ce que c'est le moment? On le racontera un jour. Plus tard. Mais tu vois, tout le monde est accro à ses petits trucs. Et effectivement, il y en a, ils peuvent pas s'empêcher d'arriver sur une fiche Allociné et de laisser un avis même s'ils ont pas vu le film. C'était le cas pour The Dark Knight quand ils ont annoncé Heath Ledger, le film s'est fait descendre de ouf parce que Heath Ledger ne peut pas être le Joker, et finalement si, au point que ça lui a coûté la vie peut-être. Mais là tu vas maintenant sur Allociné voir les prochains films qui sortent, ils sont déjà tous notés. Robert Pattinson ne peut pas être le prochain. Et revenons au manga, sur Manga News t'as la même chose. Bah oui. T'as plein de gens qui mettent des petites étoiles aux news. Sur toutes les news t'as un petit nombre d'étoiles. Entre ceux qui ont lu les scans, ceux qui sont pressés de connaître la série tout simplement, ceux qui veulent l'encourager, puis ceux qui ont décidé juste de mettre une seule étoile parce qu'ils aiment pas l'éditeur. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui sont... Ça arrive, tu vois, c'est comme ça, c'est internet, hein, c'est Internet. C'est notre société actuelle. Bah
Pour en revenir aux suites, moi je cherche toujours le combo réussite commerciale, réussite critique et réussite populaire. J'ai pas trop d'idées sur un tel manga. Je connais pas les ventes de Shaman King. C'est moins que Boruto, c'est sûr. C'est moins que Boruto et c'est moins que Dragon Ball Super. Le problème du succès critique, on va dire, c'est que déjà la presse manga, il y en a pas tant que ça. Ça commence vraiment à se développer maintenant, mais il y en a pas tant que ça. Et ce n'est pas ce qu'ils lisent. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Je suis d'accord. Les suites, il y a très peu de mangas dont c'est une suite qui va dont on va parler, lever les foules et lever les critiques manga, à part peut-être For Knights of Apocalypse. Je me demande si celui-ci va pas faire un peu plus parler que d'autres, notamment parce que son premier tome est super accessible, qu'on a l'impression d'être dans un manga des années 90 aussi par moment, que ça peut donc aussi parler aux critiques manga, enfin une partie de la critique manga. Ouais. Et qu'en même temps c'est la suite de Seven Deadly Sins, en même temps c'est beau, en même temps c'est bien fait, tu vois, il y a plein de détails qui font que... Je suis pressé de voir les retours critiques sur Fortnite. Je sens le... Tu peux pas t'empêcher. Hein. Non, j'y arrive pas. C'est moi les 4 cavaliers. Mais je suis assez curieux de voir les retours, parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de bullshit. Beaucoup de gens qui ont dit si vous avez aimé Seven Deadly Sins, vous aimerez cette série, sans l'avoir forcément lu, ou tu vois, je sens le bullshit storm, on va dire. Mais en même temps, comme il est bien, du coup ça va. Ouais, mais en soi, si t'as aimé Seven Deadly Sins, t'aimeras aussi Fortnite. Pour l'instant, je peux pas. C'est pas une règle absolue. Non, mais moi je trouve que ça va faire chier de retrouver cet univers. Je sais pas. En tout cas, c'est le même auteur, c'est le même dessin. Il est cool. Oui, moi en tout cas, j'ai bien aimé, mais je suis effectivement curieux des retours presse, on va dire. Enfin, presse, influenceurs, youtubeurs, tu vois. Réseaux sociaux, etc. Ouais, ceux qui aiment bien dire alors c'est un récit classique. Souvent ça démarre comme ça. Ça démarre avec cette phrase qui déjà m'énerve de ouf. C'est un récit classique. Ceux qui aiment bien le shonen, oui, bravo. T'as fait 2 évidences dans la même phrase, c'est cool. Mais on verra bien sur For Knights of Apocalypse, manga donc de Nakaba Suzuki, qu'on vous encourage à lire. Joe, un dernier mot avant de nous quitter ? Non, j'avais pas de... Oui, j'avais pas de cancer. Je suis toujours là, j'ai toujours eu. Non, mais en vrai, j'avais rien à dire, mais j'ai pensé à... Je sais pas pourquoi, j'ai eu un retour d'une libraire où un auditeur est venu la voir en disant ouais, non, mais Johnny, je le déteste. Je fais... mais pourquoi vous le détestez? La libraire, il demande parce qu'il se plaint tout le temps, il aime pas les mangas, et voilà, j'aime pas. Pourtant, quand je parle des mangas, j'ai pas l'impression que je les détruis. Juste, il y a des trucs où je sais clairement, je ne suis pas le public. Donc je vais dire, j'ai pas aimé particulièrement, mais je dis pas que c'est de la merde, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, je fais, il est sérieux, je me plains jamais. Hey, t'as peut-être confondu avec Cagnard. Hein. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais sûr que ça allait tomber sur moi. C'est ce que j'ai dit. Et la libraire m'a dit non. Il a dit Johnny. Je fais bon. Et du coup, non. Alors, sache que non, je ne déteste pas les mangas, et moi je ne te déteste pas en tout cas. Juste, il y a beaucoup de mangas où je ne suis pas fan, et je pense mais d'ailleurs, il va se reconnaître le mec. Et oui, je pense. Et je pense ne pas être la cible, tout simplement. Genre, tu me donnes un truc, un shoujo, souvent il y a peu de chances que j'aime. Toi. Après, ce qu'il disait surtout, c'était pas que t'aimais pas les mangas, il disait que t'étais à contresens. Attends, c'est toi qui allait voir les libraires. C'était moi. Putain, t'es sympa. Merci, je le savais en fait. Voilà, faites ce que vous voulez de cette anecdote. Ouais. Et puis servez-vous-en pour la suite. Et servez-vous-en dans les commentaires, du coup, surtout. Vraiment commentez. Évidemment. Si vous le détestez, dites-le. Hein. Est-ce que Johnny déteste trop de choses? Oui, faites un ratio. Dites-le nous. Et merci d'avoir écouté cette émission consacrée aux suites de manga et aux multiples suites de manga. Il y en a d'autres qui sortiront peut-être la suite de Kenshin un jour. Putain, moi ce qui me fait flipper, c'est la suite de Slam Dunk, quoi. ça j'en dors pas bien. Oui, mais elle n'existe pas au Japon, tu vois, contrairement à la suite de Kenshin. Ça, pour le mais coup, ça se trouve, un Coréen peut le faire, toi. Ah bah oui, mais alors. Ah oui, en webtoon. Ah bah ouais. Oui, le webtoon. Et oui, le webtoon Slam Dunk. Oh, ça ferait mal aux yeux, ça. Il y a eu un jeu mobile Slam Dunk, hein. Attention. Ah oui, comme quoi il refuse pas tout, non plus. Tout est possible. Merci d'avoir écouté cette émission et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut.